Évitez de grignoter. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec nos esprits libres aujourd'hui, comme chaque vendredi, Géraldine Vosner, rédactrice en chef au Point, et Jean-Marie Colombani, que vous retrouverez demain dès 8h dans l'émission Commentaire avec Jean-Claude Casanova. Bonjour à tous les deux. Bonjour David. Merci d'être là. Alors, un rectificatif, mais évidemment, vous l'aurez fait de vous-même. Dans sa revue de presse, Hervé Gattegno évoquait la tuerie du Bataclan. Il la datait du 23 novembre 2023. Évidemment, c'est une forme de lapsus ou enfin bon, peu importe. Il s'agissait du 13 novembre 2015. Évidemment, je parle sous votre contrôle parce que à chaque fois avec les dates, tout le monde peut se tromper. Ce qui compte, c'est que cette série sur ce drame du Bataclan est absolument remarquable si on en croit Télérama et Hervé. On va commencer par ce qui va agiter l'Assemblée aujourd'hui et depuis hier. On entendait tout récemment le président et le Premier ministre qui souhaitaient que le Parlement prenne des initiatives et s'approprie à la fois le compromis, à la fois la proposition. Emmanuel Macron comme Sébastien Lecornu sont servis au-delà de leurs attentes. L'Algérie, la taxe Zuckman. Pour la première, l'Assemblée a voté hier par 185 voix contre 184 une proposition de résolution de résolution pour supprimer l'accord franco-algérien de 68. Et puis c'est ce matin, les députés débattront de la fameuse taxe Zuckman qui sidère pas mal d'entrepreneurs, sans parler des gros patrimoines et des représentants des entreprises. Commençons par l'accord franco-algérien. C'est une nécessité ou une étape de plus dans la dégradation de la relation entre les deux pays, Géraldine? De toute façon, les relations entre les deux pays sont extrêmement dégradées, voire inexistantes. Il faut savoir que depuis le printemps, l'Algérie ne reprend plus aucun OQTF, les services ne se parlent plus, donc bon, ça ne va certainement pas l'améliorer, mais la stratégie des micro-pressions un peu graduées qu'avait imaginé Emmanuel Macron n'a pas montré des résultats particulièrement brillants. Maintenant, politiquement, ce qui s'est passé à l'Assemblée est intéressant parce que c'est quand même assez symbolique, c'est vrai, et une triple victoire pour le Rassemblement national. La première victoire, c'est que pour la première fois, le cordon sanitaire tombe. Des députés républicains, Horizon, même de Lyotte, votent avec le Rassemblement national. Ça n'était jamais arrivé. Deuxième victoire, il place le bloc central face à ses contradictions. Il faut se rappeler Gabriel Attal qui frappait du poing sur la table en appelant très officiellement à dénoncer cet accord de 68. Un député Renaissance, Charles Rodwell, a rendu tout un rapport pour estimer son coût à 2 milliards il y a quelques semaines, appelant lui aussi à sa révocation. Et puis là, ils ont piscine. Ils sont absents dans l'hémicycle. Troisième victoire, même la gauche est atteinte parce que vous verrez que les votes contre n'ont pas fait le plein non plus à gauche. Il y avait 50 absents. Ils s'étaient égayés comme ça dans les couloirs. Voilà. Ça n'a pas empêché les écologistes ou la LFI. Il y avait une députée quasiment en pleurs qui accusait le bloc central. Et ça fait aussi partie de cette troisième victoire. Alors qu'il manquait des socialistes. Ça fait aussi cette troisième victoire, c'est que les plus radicaux à gauche en sont réduits à défendre un État voyou qui a dans ses géoles un écrivain et un journaliste français en nous expliquant que c'est une loi raciste. Enfin, tout ça est tellement outrancier que je pense que ça ne va pas leur permettre de marquer des points dans l'opinion publique. Jean-Marie Colombani, quelle est votre analyse politique de ce qui s'est joué hier et notamment comment expliquez-vous l'absence de la moitié des élus du bloc central ou en tout cas d'Ensemble pour la République? Par la difficulté de se prononcer sur un sujet délicat, mais la signification politique là est très claire. C'est une étape de plus dans la marche qui paraît aujourd'hui. Aujourd'hui, on verra, les choses peuvent changer très vite. La marche du Rassemblement national vers le pouvoir, vers l'exercice du pouvoir. Alors, il y avait eu un soldat en avant-garde, c'était Éric Ciotti, qui venant du Parti républicain, ayant dirigé le Parti républicain, a fait mouvement et a incarné en quelque sorte l'union des droites. L'union des droites qui est recherchée aujourd'hui, c'est simplement l'alliance entre la droite et l'extrême droite. Donc ça, c'est manifestement
manifestement une butte témoin. C'est comme une borne qui a été franchie. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Après, sur le fond, c'est très difficile parce que la méthode qui est recherchée là par le Rassemblement national quand il dépose ce texte, c'est un peu un alignement sur la méthode Retailleau. Mais la méthode Retailleau, qui était opposée à la méthode du ministre des Affaires étrangères, la méthode Retailleau a échoué déjà, de montrer les muscles, de jouer le rapport de force, ça a complètement échoué. Ça n'a pas été probablement mis en place avec la caution du président de la République, certainement, mais ça n'a pas non plus fonctionné. Donc c'est ça qui est... En plus, cet accord de 68, il a été révisé plusieurs fois, c'est une question un peu latente. C'est vrai que le gouvernement algérien fait tout pour compliquer la tâche de la France, c'est vrai que le gouvernement algérien a une attitude absolument détestable, à commencer par Boualem Sansal, qui est toujours dans leur geôle, et le journaliste sportif également, donc tout ça fait une conjonction. Mais en dehors de cela, moi, il y a quand même quelque chose à relever, c'est qu'il y a un petit air de « on ne se refait pas ». Et le petit air de « on ne se refait pas », c'est quand même le sujet, l'Algérie sur lequel il y a vraiment deux cultures et deux attitudes. Et là, on voit le Rassemblement national sur ses fondamentaux historiques qui viennent à être rappelés. Et je rappelle que dans une période très récente, le numéro 2, Louis Alliot, qu'est-ce qu'il a fait en arrivant à la mairie de Perpignan ? Il a inauguré une place à la gloire de Pierre Sergent. Pierre Sergent, c'est-à-dire l'ancien chef de l'OAS Métropole, condamné 2 fois à mort et gracié finalement en 1968. Donc c'est là qu'il y a un fil historique que, au fond, le Rassemblement national le réhabilite ou remet en avant. Et donc, il ne faut pas croire que le Rassemblement national n'est plus ce qu'il était. Il est encore lui-même. Et sur cette question algérienne, c'est une question où on retrouve le fil historique du Rassemblement national. Alors, ce qu'on peut rappeler quand même, c'est qu'il y a 3 ans, Édouard Philippe a été le premier à droite à réclamer la dénonciation de cet accord franco-algérien, qu'il y avait dans les cartons un rapport emmené par 2 députés du bloc central sur cet accord, qu'il était très critique sur... il appelle clairement à sa dénonciation. Donc, en fait, il y a eu une espèce de course de vitesse. Le Rassemblement national a été effectivement fidèle à ses valeurs ou à son histoire et à l'histoire du Front National, mais il a été plus agile aussi. Plus agile, mais en fait, c'est aussi la stratégie du Rassemblement national depuis toujours. Dans ses niches parlementaires, il met des pièges. C'est la première fois que ça fonctionne, c'est là. Mais c'est aussi un sujet, moi je ne suis pas d'accord avec vous, Jean-Marie, la méthode de Retailleau n'a pas échoué, elle n'a pas été appliquée. Il n'a pas du tout eu... ça relève du ministère des Affaires étrangères et de l'Élysée, la relation bilatérale. Oui, mais verbalement proclamée, ça ne sert à rien. On est dans le rôle du verbe. Et on voit bien que le verbe, qui est aussi la méthode d'Emmanuel Macron depuis ne fonctionne pas. Est-ce qu'au-delà de ça, Géraldine, parce que vous avez beaucoup travaillé sur le dossier au Point, est-ce qu'au-delà de ça, il y a des sous à gagner, je le dis d'une façon tout à fait cynique, mais en cette période de préparation budgétaire, est-ce que cet accord nous coûte de l'argent ? Oui, il coûte de l'argent. Alors les députés ont tenté de le chiffrer. Le chiffrage, il est vraiment au doigt mouillé, parce qu'en fait, on s'est aperçu que les ministères sociaux, notamment, ont refusé de donner des éléments aux députés afin qu'ils puissent travailler. Alors certains ont refusé parce qu'ils n'ont clairement pas voulu aider à ce travail, d'autres parce qu'ils étaient bien incapables de discriminer les données entre ressortissants étrangers de différentes nationalités, parce que la CNIL ne le permet pas. On s'aperçoit aussi que l'Algérie ne respecte pas sa part de l'accord. J'ai un exemple. Les OQTF sont systématiquement non, mais ce qu'il y a dans les accords aussi, c'est par exemple un Algérien qui a travaillé 20 ans en Algérie, puis 20 ans en France, et qui passe sa retraite en France. L'Algérie refuse de lui verser sa part de retraite. Enfin, il y a des irritants à tous les étages. Il s'agit pas, ce que demandent en tout cas les députés Renaissance, c'est pas des mesures de rétorsion, c'est simplement à ce que les Algériens soient traités aujourd'hui de la même manière que les autres ressortissants étrangers, selon le CESEDA, le Code des étrangers. Et ce qui est symptomatique, c'est que ce débat est encore, on le voit, manifestement totalement impossible. C'est un débat difficile, parce que moi j'ai encore en tête les propos de l'actuel ministre de l'Intérieur, M. Nunez, qui dit attention, parce qu'il y a toujours le choix entre une voie diplomatique et une voie plus musclée. Et le ministre de l'Intérieur actuel dit attention, les distorsions entre la France et l'Algérie sont mortelles, sont très dangereuses, parce que sans le renseignement algérien,
nous ne pouvons pas nous prémunir contre le terrorisme. Et réciproquement, l'Algérie, sans le renseignement français, est aussi dans une position de faiblesse. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous obséder, parce que ça devrait être un critère de lecture de ces événements, et non pas les rodomontades des uns ou des autres. J'aimerais qu'on écoute le président de la République. Il s'exprimait au Forum pour la paix, c'était mercredi. Il évoquait les réseaux sociaux. On parlait de les réguler. Là, le président va plus loin. On a fait n'importe quoi. Un jeune Français qui crée un compte TikTok sans aucune caractérisation, qui tape le mot islam, au bout du 3e contenu qui lui sera soumis, sera exposé à un contenu salafiste. Ouvrez aujourd'hui X en France avec un contenu libre. Si vous ne tombez pas immédiatement sur des contenus d'extrême droite, c'est que vous êtes mal organisé. Nous, on va porter un agenda beaucoup plus puissant de protection et de régulation en Europe. Ça n'est pas un agenda qui est hostile à l'innovation. Je crois très profondément dans l'innovation, mais je ne crois pas une seule seconde dans l'innovation qui est au service des Lumières noires. C'est le contre-pied exact de la politique américaine. Oui, mais je ne pense pas que la politique américaine soit un modèle, en plus, parce que c'est vraiment un problème aigu. On s'en rend moins compte ici, parce qu'on est loin, mais c'est en train de dériver très gravement, je pense, la politique américaine de ce point de vue-là. Et c'est fait uniquement au bénéfice de quelques-uns, et ces quelques-uns maîtrisent, sont les propriétaires de ces réseaux, sont les propriétaires de ces... On va dire immédiatement, Géraldine Wössner, on va entendre immédiatement les apôtres de la liberté d'expression critiquer le président de la République, expliquer que lui aussi fait main basse sur les réseaux sociaux et veut les mettre à sa botte, même si ce sera une critique très excessive. Mais on fera un parallélisme entre Donald Trump et le président de la République. Mais on aura raison de le faire, parce qu'il y a un vrai parallèle, mais naturellement. Je veux dire, la dérive... illibérale, très nette et très inquiétante, c'est vrai, de la démocratie américaine ne doit pas conduire en réaction les démocraties occidentales à manier la censure. Or, c'est quand même ce que fait Emmanuel Macron. Moi, j'entends depuis des années cette musique il veut protéger les mineurs. infantile. Alors, il y a la protection des mineurs qui est un autre sujet. Il veut les interdire au moins de 15 ans. Mais cette petite musique paternaliste qui vous explique que les Français et les autres, les citoyens sont tellement bêtes qu'ils vont se laisser leurrer par des désinformations qui sont d'ailleurs parfaitement outrancières et qu'on repère assez vite, et qu'ils voteraient mal et qu'il faudrait les guider finalement vers les lumières, les vraies lumières, pas les lumières noires dont il parle. Moi j'observe, regardez aujourd'hui, le débat budgétaire aujourd'hui est un excellent exemple. On entend dans les médias traditionnels les pires stupidités. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous sauvent littéralement de la désinformation. Ah bon ? Ben oui, c'est là que vous allez voir des économistes qui ne sont pas invités sur les plateaux de télévision décortiquer les chiffres, décortiquer les discours politiques outranciers. C'est aussi ces champs-là que on se propose de restreindre. Moi, je trouve que c'est dangereux. Je suis en total désaccord avec Géraldine. Je m'étonne pas. Plus trop le temps. Mais juste un mot, Jean-Marie, parce qu'on doit rendre l'antenne. On ne peut pas faire comme si les dégâts des réseaux sociaux n'étaient pas visibles sous nos yeux. Ces discours de haine. On en a un très bel exemple en début de semaine dans le box des accusés de ceux qui ont diffusé la fausse information selon laquelle la première dame est un homme. Et je rappelle que l'activité des journaux est réglementée par un certain nombre de lois. Donc au nom de quoi on laisserait ce pan-là où le pire se joue libre, alors que nous, les quotidiens, les radios, les télés, etc., sommes enfermés. Enfin enfermés. On n'est pas enfermés, on garantit nos libertés aussi dans des réglementations qui sont respectées pour l'essentiel. Et c'est heureux. Mes amis, après ce débat animé, et je vous en félicite, nous avons parlé des tensions franco-algériennes, vrai débat qu'on va retrouver sans doute dans les jours qui viennent. On va mettre un peu d'harmonie dans tout cela. On va écouter l'Arabesque de Claude Debussy, Arabesque numéro 1. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.